Le cinéma et la littérature, c'est une longue histoire. Pour commencer, je ne peux pas vous dire avec certitude que ce sont là deux mondes différents. On peut leur trouver plusieurs points communs malgré leur technique de présentation inégale. La littérature raconte des histoires et crée de l'émotion à travers du texte, alors que le cinéma le fait à travers l'image animée. Deux visions différentes, dis-je, mais deux arts que l'on peut quand même lier. Conséquence, les adaptations filmiques. Petite parenthèse, quand je parle d'adaptation au cinéma, cela ne concerne pas uniquement les livres, évidemment. On peut adapter en film un jeu vidéo, une série télé ou un dessin animé, une bande dessinée, un comics ou un manga, une pièce de théâtre, une attraction à Disneyland, et même réadapter un film, ce qu'on aime appeler un reboot. Mais les livres intéressent plus le monde du 7e art, et cela depuis le cinéma de Méliès. Aujourd'hui, on compte 4 films sur 10 adaptés d'un bouquin. Plusieurs exemples vous viennent sans doute à l'esprit comme Autant n'emporte le vent, Les raisins de la colère, La planète des singes, Le silence des agneaux, Harry Potter, etc., etc., etc. Mais ces temps-ci, bibliophiles et cinéphiles ne cessent de gaspiller leur temps à se disputer, à s'échanger non seulement des avis plus ou moins constructifs, mais aussi des insultes. Peut-être que j'exagère, mais ce que je retiens de cette pénible histoire, c'est qu'en général, on ne veut plus respecter l'opinion de personne, que tel préfère le livre au film ou inversement. Du coup, je me suis posé la question suivante. Adapter une œuvre en film, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Pour répondre à cette question, parlons tout d'abord de point de vue. Contrairement au film, le livre est un support disons interactif, permettant au lecteur de se faire une image mentale de l'histoire. Au fil des pages, les personnages, les lieux, divers événements et autres éléments de l'histoire prennent forme dans notre esprit. Ils se façonnent, s'affinent peu à peu, jusqu'à en devenir familiers. Pour le cas des films adaptés de livres, le spectateur est face à une vision de l'histoire propre au réalisateur, une vision dite unique, avec des personnages précis, dans des lieux précis, accompagnée d'un développement plus ou moins modifié par rapport à l'œuvre originale. Ce qui ne fait pas toujours plaisir à nos amis lecteurs, ainsi qu'à nos amis écrivains. Prenons le célèbre Roald Dahl par exemple, avec une de ses œuvres les plus célèbres intitulée Charlie et la chocolaterie, publiée en 1964, qui connaîtra sa première adaptation filmique en 1971. Inutile de vous faire un petit résumé, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Sinon, lisez le livre, il est bien. Voici comment l'auteur décrit le fameux Willy Wonka. Quel extraordinaire petit homme que ce monsieur Wonka. Il était coiffé d'un chapeau haut de forme noire. Il portait un habit à queue d'un beau velours couleur prune. Son pantalon était vert bouteille, ses gants étaient gris perle, et il tenait à la main une jolie canne à pomme d'or. Une petite barbiche noire taillée en pointe, un bouc, ornait son menton. Et ses yeux étaient d'une merveilleuse limpidité. Il semblait vous lancer sans cesse des regards complices pleins d'étincelles. Tout son visage était, pour ainsi dire, illuminé de gaieté, de bonne humeur. Puis arrive le film de Mel Stuart avec Gene Wilder dans le rôle du personnage. Nous avons donc un visage que l'on ne pourra pas changer au cours de l'histoire, bien évidemment, l'acteur n'est pas un métamorphe, et puis d'ailleurs pas de bouc à l'horizon. Quel extraordinaire petit homme, c'est une façon de parler, il n'est pas vraiment petit, ceci dit c'est ma façon d'interpréter le texte. Habillé à queue couleur prune, ok, mais chapeau haut de forme couleur chocolat au lait, pas de gants, pas de pantalon vert bouteille, retenons avant tout un beau visage qui respire la joie et la passion pour les sucreries. D'autres éléments de l'histoire ont aussi eu droit à de petits changements, comme par exemple le nombre de visiteurs dans la chocolaterie, parce qu'un acteur ça coûte cher, du coup ce n'est pas deux mais un seul parent qui accompagne son enfant gâté, la fameuse salle aux noix avec ses écureuils transformée en une salle d'oie pondeuse d'œufs d'or, la salle du whisky au beurre et gin au beurre qu'on n'ose pas évoquer dans le film parce que parler d'alcool dans un film familial, ça ne plaît pas toujours aux producteurs, bref, il y a plein d'autres exemples. Résultat, le film a été plutôt bien accueilli par la critique, si j'en crois les notes sur Sens Critique et IMDb, 7,8 sur 10, bordel de bouse. Film qui aura droit à un Oscar pour ses belles chansons, dont Pure Imagination. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Et un Golden Globe pour le meilleur acteur qui est Gene Wilder. Mais Roald Dahl, lui, n'a pas du tout aimé cette adaptation et a demandé à ce que son livre ne soit plus réadapté au cinéma jusqu'à sa mort. À ce point. Il meurt donc en 1990, puis 15 ans plus tard, Tim Burton réalise une seconde adaptation. Cela dit, je pense que l'auteur n'aurait jamais connu le succès qu'il mérite encore aujourd'hui sans le succès du film de Stuart. Il a certes des défauts, il y a beaucoup de différences par rapport au livre, mais sans ce film, il n'y aurait peut-être pas
Matilda de Danny DeVito, James et la pêche géante d'Henry Selick, l'excellent fantastique Mr. Fox de Wes Anderson, le décevant BGG de Spielberg, etc. Certes, à partir de 68, Roald Dahl eut une petite carrière de scénariste pour 2 films adaptés de romans de son grand ami Ian Fleming, à savoir Chitty Chitty Bang Bang aux côtés de Ken Hughes et de Richard Maybaum, et On ne vit que 2 fois, 5e opus de la série des 007. C'est pas une nouveauté, un écrivain qui devient scénariste, ça existe. Ce qui est également le cas pour un célèbre romancier américain spécialisé dans l'horreur, le fantastique et la science-fiction, Stephen King. Évidemment, pourquoi ne pas parler de ce grand monsieur ? Tout commence en 74 avec la publication de son premier livre, Carrie, qui sera vendu à plus d'1 million d'exemplaires l'année suivante après sa réédition en livre de poche. Un très bon départ pour l'auteur car un certain Brian De Palma, déjà connu pour un de ses plus grands films Phantom of the Paradise, décide d'adapter le livre de King en film. C'est alors qu'en 76 sort Carrie au bal du diable, qui connut un véritable succès. Depuis, Stephen King ne cesse d'écrire de nouveaux livres et reçut parallèlement de nombreuses demandes de la part de réalisateurs plus ou moins connus pour de nouvelles adaptations au cinéma. A commencer par les plus grands, tout d'abord Stanley Putain de Kubrick avec Shining sorti en 80, George Romero avec Creepshow sorti en 82, un film d'horreur composé de 5 sketchs dont 2 adaptés de nouvelles de King, plus un autre film mais sorti plus tard en 93 intitulé La part des ténèbres qui malheureusement n'a pas été un grand succès, David Cronenberg pour Dead Zone ou encore John Carpenter pour Christine, 2 films sortis en 83. Je ne vous en ai cité que 6 certes, mais vous le savez déjà, il en existe beaucoup plus, c'est-à-dire plus de 60 adaptations. Bon, pourquoi vous avoir présenté une énorme parenthèse sur Stephen King et Roald Dahl ? Pourquoi vous avoir cité ces auteurs-là ? On parlait tout à l'heure de point de vue, quelle vision aurait un lecteur quelconque et un réalisateur de film face à une œuvre. Lorsque l'on travaille sur une adaptation filmique, le spectateur s'attend à ce qu'elle soit suffisamment fidèle à l'œuvre originale. On se doit alors de faire des choix rigides en proposant encore une fois une vision unique de l'histoire. Et puis il y a ces 2 exemples de films, Shining de Kubrick et Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Commençons par le dernier. L'idée d'une réadaptation au cinéma du roman Charlie et la chocolaterie est déjà passée par la tête de Burton avant la mort de Roald Dahl, c'est-à-dire depuis la fin des années 80. De plus, le lancement de ce projet ne fut pas de tout repos, non seulement pour des questions de droit d'adaptation, mais aussi parce que le monde tout en couleur de Roald Dahl et l'univers plutôt morbide de Burton se marient difficilement. Résultat, qu'est-ce qu'on a ? Des couleurs plus ou moins dégradées, des décors déformés qu'ils soient penchés, tordus ou alambiqués, des bandes noires comme on les aime, des références aux films préférés de Burton comme L'homme au masque de cire et Metropolis, la présence de Johnny Depp au casting, l'acteur fétiche du réalisateur dans le rôle du chocolatier, Danny Elfman à la musique, je vous laisse un petit instant de bonheur auditif. Bref, tout respire Burton. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est le fait que le réalisateur ait mis un peu de sa personne dans l'histoire. Normal, il s'est reconnu à travers le personnage de Willy Wonka, le chocolatier enfermé dans son usine à rêves. Il s'est d'ailleurs permis d'ajouter quelque chose que le livre n'évoque pas du tout, à savoir le passé de Willy Wonka, retraçant sa pénible enfance aux côtés d'un père disons antipathique, un dentiste ayant une sainte horreur du chocolat et autres petites gâteries. De plus, ce personnage est interprété par Christopher Lee, un des acteurs favoris de Burton, déjà connu pour ses nombreux rôles dans des films d'horreur produits par la Hammer. J'ai dit film d'horreur, et bien justement, parlons maintenant de Shining. Au départ, Kubrick était parti pour une adaptation du roman gothique de Diane Johnson, The Shadow Knows, mais suite au triste échec commercial qu'a connu son précédent film Barry Lyndon, la Warner lui proposa plutôt d'adapter le nouveau roman de l'auteur à succès Stephen King, Shining, l'enfant lumière. Kubrick accepte, et quant à Diane Johnson, elle devient co-scénariste du projet. Conséquence, beaucoup d'éléments du livre ont été modifiés et n'ont pas été pris en compte dans le film. Le livre ne parle pas d'ascenseur qui saigne, de Danny qui parle à son doigt, de chambre numérotée 237, de labyrinthe des 2 petites jumelles, de Jack armé d'une hache, bref, le scénario propose une version beaucoup plus strange, folle et sale de Shining. Ce qui est assez osé, c'est d'ailleurs en partie pour cela que Stephen King a détesté et déteste encore aujourd'hui le film, mais le choix reste intelligent si l'on tient compte de la réalisation. En effet, le film est beau. Il est très beau. Pour ceux qui connaissent Kubrick, vous savez qu'il a une sensibilité particulière pour la photographie. Les perspectives, la symétrie des plans rend les couloirs et d'autres pièces de l'hôtel Overlook beaucoup plus oppressants ou même vertigineux. Et en parlant de ça, Shining est connu pour être le film à avoir bien mis en avant le Steadicam, un dispositif inventé par Garrett Brown permettant de réaliser des travelling incroyablement fluides. Ceci déjà employé pour la première fois au cinéma dans Marathon Man et Rocky, tous les 2 sortis en 1976. Kubrick adore repousser les limites du cinéma, comme il l'a déjà fait avec 2001 ou encore Barry Lyndon. Avec Shining, son film d'horreur expérimental, oserais-je ajouter nouveau sous-genre du cinéma d'horreur, il réussit une nouvelle fois à nous surprendre. Here's Johnny!
On arrive maintenant à un point assez important à évoquer, à savoir la fidélité. Qu'est-ce qu'une adaptation dite fidèle ? Pour répondre à cette question, je serai obligé de vous faire part de mon avis personnel. Libre à vous d'être d'accord ou non sur certains points, sachez que je ne suis pas un expert ni un sage ou encore un énorme connard qui pense avoir toujours raison, je suis tout simplement un petit gars sympa. Tout d'abord, pour cette deuxième partie de vidéo, laissez-moi vous parler d'auteurs classiques. Je vous avais cité très rapidement Méliès en intro, l'illusionniste français qui adorait reprendre plus particulièrement les célèbres romans de Jules Verne. Mais intéressons-nous plutôt à l'inégalable Victor Hugo, écrivain, poète, romancier, dramaturge, pamphlétaire, politicien, socle de la culture française, personnage connu dans le monde entier, bref, ce mec a un CV en béton. Inégalable vous dis-je, et adapter ses œuvres en film est un véritable défi, car en effet, Victor Hugo est un auteur très compliqué. Parler de lui, ça se fait avec beaucoup de pincettes. Et c'est pour cela que je préfère ne pas prendre de risques et donc de partir uniquement sur ce que je sais. Et accrochez-vous bien quand je vous dis qu'il est connu dans le monde entier, ce n'est pas pour rien. On compte près de 100 adaptations au cinéma, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Pour Les Misérables, on a nos films français avec Harry Bor, Gabin, Belmondo, Depardieu ou encore Lino Ventura dans leur premier rôle, celui de Jean Valjean. Mais il y a également Les Misérables de Lewis Milson, de Richard Bolsovsky, de Bailey Auguste avec Liam Neeson, le film italien de Riccardo Freda, le film d'animation japonais de Takashiko Oka, la comédie musicale de Tom Hooper avec Hugh Jackman et Russell Crowe qui chantent du mieux qu'ils peuvent, pour ne pas dire qu'ils chantent mal. My name is Jean Valjean. And I'm Javert. Do not forget my name. Bref, on compte plus de 40 adaptations des Misérables, je ne vais pas m'amuser à toutes vous les citer. Et je vais faire de même avec Notre-Dame de Paris, avec le classique Quasimodo de William Dieterle, le film franco-italien de Jean Delannoy, les deux téléfilms américains The Hunchback of Notre Dame, le premier de Michael Tuchner avec Anthony Hopkins dans le rôle du bossu, et le deuxième de Peter Medak avec la belle Salma Hayek dans le rôle de la gitane, c'est un rôle qu'on dirait inventé pour elle, et Richard Harris alias Dumbledore pour les fans d'Harry Potter, dans le rôle de Frollo. Bien évidemment, je n'ai pas oublié le film d'animation Disney Le Bossu de Notre-Dame, possédant au passage une VF excellente avec Francis Lalanne qui prête sa douce voix au gentil Quasimodo, et le défunt Jean Pia, un de mes comédiens de doublage préférés, parfait pour le rôle du juge Claude Frollo. Il frappera les faibles et les plongera au fond de l'infernal abysse. Un très bon film donc qui connaîtra d'ailleurs une suite dégueulasse. Et en parlant de dégueulasse, il y a également le film de Patrick Timsit, Quasimodo del Pari. Ensuite, nous avons également L'Homme qui rit avec le film italien de Sergio Corbucci, le film français de Jean-Pierre Améris et le célèbre film de Paul Leni. D'ailleurs, pour les fans de Batman, non, ce n'est pas Victor Hugo qui a inspiré le Joker. C'est le maquillage du personnage joué par Coran Veidt dans le film de Paul Leni adapté du roman de Victor Hugo qui a inspiré le Joker. Nuance. Je finis avec une pièce de théâtre intitulée Ruy Blas, et côté adaptation, je ne vais vous en citer que deux. Ruy Blas de Pierre Billon avec Jean Cocteau au scénario et Jean Marais dans le rôle titre, et La Folie des Grandeurs, une comédie de Gérard Houry avec Yves Montand et l'hilarant Louis de Funès. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Voilà, il y a plein d'autres adaptations, près d'une centaine je vous rappelle, et évidemment, vous l'avez constaté, il y a des différences, que ce soit dans la forme ou dans le fond. Le genre peut être modifié, on a des parodies, des comédies musicales, des films KPP, des films d'animation et des films d'horreur, si on peut appeler ça des films d'horreur. L'ambiance, les décors peuvent être changés, Quasimodo del Pari propose une version moderne et parodique de l'histoire, ou encore l'histoire, les intrigues et le développement des personnages peuvent être réécrits. Exemple tout con, dans tel film Quasimodo meurt mais dans un autre il vit, Esmeralda se fait pendre ou finit au bûcher, Frollo tombe de la cathédrale ou devient une gargouille, je vous jure que je n'invente rien, etc., etc. Et on ose parler de fidélité. Je me permets de reposer la question, qu'est-ce qu'une adaptation dite fidèle? C'est respecter l'œuvre originale à 100%? Respecter l'histoire dans son intégralité? Respecter ses dialogues, son univers, ses personnages? Dans ce cas, il n'est plus question d'adaptation, mais de transposition filmique. Soyons honnêtes, enfin, si je peux appeler ça de l'honnêteté, je n'ai pas vu toutes les adaptations de livres de Victor Hugo en film. Je le redis une troisième fois, il en existe près de 100. Mais je suis sûr qu'aucune n'est, entre guillemets, fidèle. Et c'est le cas de toutes les autres adaptations. Le principe d'une adaptation repose sur la modification d'un point de vue, c'est une autre lecture, une interprétation d'une œuvre littéraire. Il est alors normal de faire des choix, de sélectionner des passages jugés importants, et à partir de cela développer un scénario. Ce qui sous-entend que le film s'impose des raccourcis afin de raconter son histoire pour coller aux contraintes de temps propres au cinéma. Qu'un lecteur n'aime pas telle adaptation proposant une vision différente de la sienne, ce qui peut le déstabiliser, je comprends. Mais de là à demander à un réalisateur de film une fidélité absolue, c'est complètement absurde. Un film reste et restera toujours limité, en partie pour sa durée et son budget.
D'ailleurs, cela voudrait dire qu'il est ridicule d'affirmer haut et fort que le livre est mieux que le film, ou inversement. Il m'arrive parfois dans quelques-unes de mes vidéos de parler de films adaptés de livres, et j'ai eu droit à des commentaires du style « Tu devrais lire le livre, t'auras une autre vision de l'histoire !»« Je suis pas d'accord, le film est naze parce que le livre il est mieux. »« Si t'avais lu le livre, tu saurais que gna. Je m'en fous. En vérité, tout est une question de point de vue, c'est subjectif. Que vous préférez le livre au film ou inversement, tant mieux pour vous. Ne perdez pas votre temps à déclencher un débat inutile sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, à comparer des images et du texte. Apprenez à accepter les différences. De toute façon, il y aura toujours des différences. Je suis désolé, je vais encore vous embêter avec un exemple. Je vous prends The Mask. On connaît tous The Mask. On rit devant The Mask. On garde un bon souvenir de The Mask. Il y a même le dessin animé The Mask. Et puis t'as le comics dont le film s'est adapté. C'est trash, c'est gore, et on est moins dans le délire Tex Avery que dans le film familial avec Jim Carrey. Pareil pour l'excellent Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, celui-ci propose une version vraiment décalée d'une des plus grandes aventures du Petit Gaulois, la version des nuls quoi. C'est bon ces grosses crevettes là. Hommage. Obélix. Certes, je viens de citer un comics et une bande dessinée, mais ça s'applique partout. Bref, cessons de faire des comparaisons, on aime ou on n'aime pas, les goûts et les couleurs, chacun a sa façon de penser. Lisez des livres, regardez des films, interprétez-les à votre manière, apprenez à vous entendre, partagez votre opinion, respectez celle des autres, et pas d'histoire.